Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international en direct sur Al24 News, le sommet arabe, le retour de la Syrie au giron arabe après près de 12 ans d'absence, c'est le thème de l'échiquier ce soir. Le monde arabe réuni à Jeddah pour accueillir comme il se doit la Syrie. Qui revient donc avec les honneurs. La Syrie qui revient en 2023 n'est plus ce pays même qui est parti ou qui a quitté cette instance il y a de cela 12 ans. Un constat et des réflexions qui s'imposent. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Gamal Abina, expert des questions internationales, qui est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation à nous. Et bien entendu, Majid Narma, directeur du magazine Afrique-Asie. Vous êtes également avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Majid Narma, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et je vous remercie pour votre invitation. Merci. Je suis heureux d'être avec vous. Majid Narma, la 32e session du sommet de la Ligue arabe s'est ouverte aujourd'hui à Jeddah avec ce fait marquant et incontournable, le retour de la Syrie au giron arabe. La Syrie qui revient n'est plus celle qui a quitté, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2012. Alors, qu'est-ce qui a changé, Majid Narma ? Écoutez, il y a des choses qui ont changé, il y a des constances. Les constances, c'est la position des amis de la Syrie qui avaient refusé l'exclusion de la Syrie, et à leur tête l'Algérie. L'Algérie a toujours porté à bout de bras la cause syrienne. Elle n'a jamais rompu ses relations, elle n'a jamais participé à la destruction de la Syrie. Maintenant, ceux qui prennent le retour de la Syrie dans le giron de la Ligue arabe, c'était eux qui étaient dans les tranchées, qui armaient, finançaient les terroristes. Il y a eu quand même entre 300 et 400 000 morts. Les infrastructures ont été détruites. Ils participent aussi au blocus illégal et immoral et imposé par l'Occident contre la Syrie. Certains pays arabes marchent dans la combine et jusqu'à maintenant, il y en a certains qui continuent, qui persistent dans l'erreur. Je veux dire, en premier lieu, le Qatar, le Maroc, etc. Oui. Maintenant, l'intérêt de ce sommet, d'abord, c'est l'aboutissement des efforts incessants et constants fournis par les vrais amis de la Syrie. Et en premier lieu, l'Algérie. L'Algérie a voulu que la Syrie réintègre la Ligue arabe au mois de novembre dernier, mais certains pays qui jouaient un peu la cinquième colonne, qui étaient instruits par les États-Unis, ont tout fait pour saboter ce retour. Mais tant mieux, c'est-à-dire l'Algérie est quand même voit ses efforts et ses ambitions se réaliser. Elle n'est pas rancunière, mais quand même, il y a certaines choses qu'il faudra souligner, c'est-à-dire l'amitié exceptionnelle, historique, profonde entre les deux peuples et les deux États. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, très bien, Majid Narma. Gamal Abina, alors comme je le disais à Majid Narma, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la Syrie qui a changé? Est-ce que c'est les pays arabes qui ont changé aujourd'hui? Est-ce que c'est tout simplement les circonstances qui ne sont plus les mêmes? Comme vient de le dire Majid, effectivement, il y a des pays arabes qui sont restés constants dans leur position de soutien à la Syrie. Ils n'étaient pas nombreux, il faut le rappeler tout de même, puisque ces fameux printemps arabes étaient destinés à faire tomber essentiellement ce qu'on a appelé les pays du front du refus. Donc on voit bien que la Syrie évidemment a stabilisé, l'Irak de même, la destruction totale du Yémen, la destruction quasiment totale du Soudan, maintenant on arrive sur un front avancé, la Libye évidemment, tous les pays qui étaient clairement le front du refus par rapport à Israël. Ce qui a changé, c'est simplement que d'abord l'Algérie, il y a 6 mois, le 1er novembre, avait demandé la réintégration l'Algérie plutôt, avait demandé l'intégration de la Syrie au sein de la Ligue, et à ce moment-là, les pays du Conseil de coopération du Golfe, c'était en particulier, enfin les pays des royaumes en général, s'y sont opposés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils jouaient une partition en Syrie qui était l'opposition de M. Assad. D'ailleurs, rappelons que Assad, ça signifie lion en arabe et qu'il a fini par tenir comme un lion.
face à toute une coalition de pays qui voulaient absolument le démettre de son rôle de président. Et donc l'Algérie a tenu cette position parce que d'abord, traditionnellement, elle ne s'immisce pas dans les affaires intérieures d'un pays, ce que les autres ont fait, et puis surtout parce qu'elle a considéré que faire blocus, barrage et expulsion de la Syrie rappelle étrangement ce qu'on avait fait en 91 à l'Irak. Hein. Ça s'est fait 2 fois dans l'histoire de la Ligue arabe, et par 2 fois, c'est à l'initiative évidemment d'une poussée américaine qui voulait absolument finir avec ces pays qu'il considérait comme les axes du mal. Rappelons tout de même cela. Et donc ça a été dit à l'époque, et ça n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que avec l'émission s'appelle effectivement l'échiquier international. Dans ce grand échiquier international, il y a un complet chambardement de la situation, un renversement des rapports de force. Et depuis que l'Arabie, avec la peur de Biden, s'est rapprochée de la Russie, et que la Russie, qui est un soutien indéfectible de la Syrie, a décidé effectivement d'avancer comme l'Algérie derrière ses pions pour que Assad revienne dans les Ligue arabe, et bien finalement, après 500 000 morts, parce que tout à l'heure on a évoqué 400 000 morts, c'est 500 000 morts, le chiffre est quasiment arrêté aujourd'hui, 500 000 morts, près de 5 millions de réfugiés, un quart de la population à l'extérieur de la Syrie. Après cette catastrophique situation, ce massacre sans nom, eh bien, ces pays-là ont compris et ont accepté l'idée selon laquelle ils ont perdu la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus à la manœuvre, ils reculent, il y a des peurs, le changement géopolitique pousse certains à changer de camp, clairement, c'est un changement de camp, et la position du pragmatisme de certains pays arabes conduit à réintégrer la Syrie, ce qu'elle aurait dû jamais quitter d'ailleurs, tout comme elle conduit effectivement à revoir ses positions vis-à-vis de la partie américaine, et certainement, je l'espère plus tard, les accords d'Abraham. Oui, alors Majid Nahma, est-ce que c'est une question de pragmatisme seulement, ou est-ce que c'est une réelle politique, ou est-ce que c'est une politique de laquelle on ne peut pas trouver de fuite, c'est-à-dire une obligation, finalement, de certains pays arabes aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce changement. D'abord, la résistance du peuple syrien. Grâce à la résilience de son armée, de son peuple, des sacrifices énormes qu'ils ont consentis, et grâce aussi à ses amis et ses alliés, dont l'Algérie, la Russie, l'Iran, l'Inde, la Chine, et sont de grands alliés. Il y a aussi un point important, c'est les oppositions. La plupart des groupes d'opposition étaient des mercenaires de l'étranger. Et là, je pèse mes mots. Oui. Ils sont financés par les pays occidentaux, par certains pays du Golfe et tout ça. Mais sans la résistance, la victoire de la Syrie, on ne serait pas là. Parce qu'ils ont compris quand même que la partie est finie, que la Syrie a gagné et que toute persistance dans l'aveuglement, ça va se retourner contre eux en chaos. Il y a un fait accompli. En menace structurelle contre leur sécurité. Donc, ils ont choisi le pragmatisme, et heureusement. Voilà, Oui. En plus, il y a le monde qui a changé. Oui. Le président Tebboune l'a dit dans son allocution au sommet qui a été lu par le Premier ministre. Il y a des changements structurels importants. Il faut que le monde arabe retrouve son unité. Oui. L'Algérie a contribué en réunissant les organisations palestiniennes et aussi en demandant au monde arabe de se réunir pour favoriser le retour de la Syrie. Et puis aussi pour effectuer les réformes nécessaires. Ça, ce sont les 3 points très importants dans ce discours que je vous invite à lire. Vraiment, il y a tout dedans. Et voilà, c'est... Très bien, Monsieur Majid Nahma. Alors, restez avec nous parce que l'histoire n'est pas terminée. Gamal Abina, est-ce que le sommet de Jeddah aujourd'hui n'est pas, en fait, le prolongement de celui du sommet d'Alger qui s'est déroulé en novembre 2022 et qui ce sont un petit peu les propositions, les initiatives et peut-être même les solutions qui étaient proposées par l'Algérie qui se cristallisent enfin, mais à Jeddah? Bien évidemment, d'abord, l'Algérie a effectivement s'était rappelé, fait en sorte que toutes les factions palestiniennes se mettent d'accord pour se rappeler qu'ils ont un ennemi commun, à savoir l'entité qui occupe le territoire, on l'appelle Israël. Ensuite et surtout parce que l'Algérie a proposé des choses que les autres n'étaient pas prêts à entendre il y a 6 mois, mais qui étrangement, 6 mois plus tard, semblent faire écho à leurs oreilles. Très ouvert, oui.
Tout à fait. Il y a déjà la réintégration de la Syrie, ce qui était quand même un minimum syndical, puisque la Syrie, de toute façon, Assad a gagné sa guerre. Il faut rappeler quand même des responsabilités. Moi, je ne serais pas hyper favorable à Assad, tout comme j'ai beaucoup aimé Kadhafi, mais je pense qu'ils sont tombés dans des pièges et qu'ils n'ont pas été de fins analystes de situation. Ils sont tombés dans des pièges grossiers qu'on leur a tendu, et finalement, ça donnait un peu la destruction de leur pays. Ça, c'est ce que je pourrais dire comme bémol, parce que tout de même, il y a des responsabilités partagées par rapport au démarrage des événements. Je pense que Kadhafi a mal géré la situation comme Assad, mais ça, malheureusement, les puissances étrangères sont très, très malines pour ça et pour tendre des pièges. Mais il est certain que l'Algérie, qui a été beaucoup plus visionnaire, a compris que les changements arrivaient très vite et que aujourd'hui en Arabie, eh bien, on se rend compte qu'un Assad va se retrouver, d'ailleurs c'est très cocasse, sur une ligue arabe dans laquelle il était refusé 6 mois de façon radicale. C'était vraiment incroyable les fans de le recevoir, et aujourd'hui il est accepté comme un frère. Ce qui est d'ailleurs très particulier quand on voit les images d'Assad à son accueil, ça fait froid dans le dos, sachant qu'il y a quand même 500 000 morts qui les séparent. Mais surtout, et surtout c'est le plus important, il y a Zelensky qui a annoncé et qui a été reçu il y a 2 heures en grande pompe dans la Ligue arabe. Je serais curieux de savoir si M. Assad va saluer, alors que c'est un véritable allié de la Russie, Zelensky. Je n'y crois pas trop. Mais il est certain que l'Algérie a initié beaucoup de choses qui ont été d'ailleurs positives, et je rappelle régulièrement que l'Algérie est un laboratoire permanent. On l'a vu le 5 octobre 88, la première révolution réelle et aboutie en Algérie, c'était 5 octobre. Aujourd'hui, on a un pays qui quand même fonctionne un peu mieux, et que les révolutions arabes arrivent quasiment presque 30 ans après. Oui. Bien là, c'est pareil. Ce qu'a proposé l'Algérie il y a 6 mois, c'était 6 mois trop tôt peut-être, mais c'est elle qui a envoyé les signaux qui permettaient d'obtenir la réintégration de Assad, alors que beaucoup de pays étaient farouchement opposés. Aujourd'hui, ils sont prêts à l'écouter. Et donc le rapport de force commence à changer en faveur de ces républiques arabes qui étaient au départ très pro-arabes, très nassériennes, très pro-palestiniennes, plutôt penchant à l'Est, et dont le nouveau grand frère soviétique chinois d'ailleurs, c'est nouveau, donc les Russes et les Chinois maintenant, reviennent sur le théâtre d'opérations géopolitiques et permettent de faire entendre ces voix de pays qu'on avait très souvent menacés, trop souvent mis sous embargo comme l'Irak par exemple, et finalement la victoire revient à ceux qui ont eu la capacité de résister dans l'endurance comme l'Algérie. Alors, très bien, vous faites bien de le dire. Est-ce que, Majid Nama, est-ce que, par exemple, le fait que l'Algérie a été l'un des pays précurseurs à parler de certains dossiers sensibles qui ne sont pratiquement jamais évoqués au sein de la communauté arabe, des pays arabes, comme par exemple les factions palestiniennes qui finalement ont connu un dénouement assez positif lors du dernier sommet d'Alger, comme par exemple le dossier syrien. Alors, est-ce que c'est un hasard que jamais, au grand jamais, le dossier n'a été évoqué, un retour éventuel ou pas, même la Syrie n'a pas été évoquée, et il a fallu qu'il y ait le sommet d'Alger, et on connaît toutes les réticences qu'il y a eu tout autour lorsque la question du retour a été évoquée, et qu'aujourd'hui, ce sujet soit... qui était un sujet tabou, je ne sais pas si l'expression existe, mais détabouisé. Écoutez, d'abord, il y a une remarque à faire, c'est que le sommet de Jeddah a été appelé le sommet Al-Jussour, c'est-à-dire des ponts. Ça, c'est une bonne chose, mais ça reprend presque sa copie, le sommet d'Alger, qui était sous le titre du rassemblement des rangs. Oui, l'Ammesham. Entre Al-Jussour et le rassemblement, c'est presque la même chose, sauf que ceux qui appellent maintenant à ériger des ponts, ils étaient avant en train de construire des tranchées pour se battre entre eux, pour tuer des Syriens, pour tuer des Yéménites, etc. La différence est énorme. À Alger, il y a si vous voulez, il y a une suite dans les idées. L'Algérie n'a jamais soutenu l'exclusion de la Syrie. Elle a toujours appelé au respect de la charte de la Ligue arabe, alors que les autres, ils ont exclu la Syrie, contrairement à la charte de la Ligue arabe elle-même. L'Algérie a toujours appelé à réformer la Ligue arabe. D'ailleurs, c'est ce que aussi le président syrien a appelé. Les choses sérieuses n'ont pas été évoquées à Jeddah parce qu'il n'y avait pas de séance de huis clos, c'était juste une récitation de discours. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est un peu choquant, c'est l'invitation du président ukrainien sans que personne ne soit consulté. C'est une initiative personnelle unilatérale des dirigeants saoudiens. Et là, c'était parce que
si le monde arabe voulait être non aligné, ils auraient invité les deux, c'est-à-dire si le président Tebboune ne pouvait pas venir, Oui. il pouvait s'adresser par visioconférence, mais ils ont choisi de s'aligner sur cette question, sur les États-Unis. D'ailleurs, le conseiller à la sécurité américain, Jake Sullivan, s'était rendu quelques jours avant en Arabie Saoudite pour exiger de l'Arabie Saoudite ce spectacle. Cette condition, ce préalable. Voilà, c'est préalable, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est un préalable? Oui. En Algérie, les Américains savent qu'ils ne peuvent pas faire pression sur elle, ils ne peuvent pas lui demander de faire ce qu'elle ne croit pas, c'est-à-dire de prendre position contre ses propres principes, d'instrumentaliser la Ligue arabe pour des objectifs non arabes, etc. Mais l'Arabie Saoudite l'a fait, mais c'est dommage. Et puis l'Égypte aussi, quand ils ont appris qu'ils ne peuvent pas faire pression sur l'Algérie, ils ont instrumentalisé l'Égypte pour qu'elle s'oppose au retour de la Syrie lors du sommet d'Alger. Et c'est le président syrien qui l'a révélé, c'est pas moi. Oui. Dans sa rencontre avec des intellectuels du monde arabe, il a dit, on était étonnés que l'Égypte se comportait à Alger de cette manière. On l'a compris maintenant, donc il faut juste attendre, le temps apporte toujours les réponses qu'il faut. Gamal Abina, alors revenons à notre sujet qui est le retour de la Syrie au giron arabe. Maintenant que El-Assad a repris son siège au sein de la Ligue arabe, quelle sera la suite? Qu'est-ce que cela va apporter? Il y a déjà plusieurs éléments. D'abord, le retour de la Syrie est une victoire indiscutable du front du refuge. Je l'appelle comme ça parce qu'il faut séparer ceux qui ont capitulé et ceux qui ne capitulent pas. Ensuite et surtout parce que ce que ça va apporter, ça va être certainement une accalmie sur les tensions syriennes, puisque quand on invite Assad, il va devoir discuter en sous-main avec les différents chefs d'État qui soutiennent les factions opposées à son pouvoir. Il va donc y avoir certainement un retour de la paix, on l'espère rapidement. Ensuite, il y aura des négociations pour la question du Soudan, on le sait très bien. Le Yémen surtout, puisque l'Arabie veut sortir de ce piège. Et la question libanaise, puisque c'est un pays qui est quasiment sous perfusion de sa diaspora, c'est un pays qui est quasiment en cessation de paiement. L'Irak, qui est un enjeu considérable entre l'Iran et l'Arabie. Je pense que moi, j'ai pas de sympathie particulière pour l'Arabie. C'est pas un pays que j'affectionne particulièrement. Mais je pense, je vais être un peu moins dur pour le coup, ce sera la première fois de mon existence. Je dirais que Ben Salman, lorsqu'il reçoit, sous pression certainement américaine, mais lorsqu'il reçoit Zelensky, qui vient faire le show, il n'y a pas grand-chose, il espère aussi se placer en tant que médiateur. Je pense que, comme ses relations avec la Russie sont bonnes, et aussi bonnes avec l'Ukraine, puisqu'il a quand même équipé et aidé l'Ukraine à hauteur de 400 millions de dollars, eh bien Ben Salman, je pense, veut se positionner sur l'échiquier international. Les Chinois ont réussi l'exploit de leur rabibocher avec l'Iran, ce qui n'était pas rien, et aujourd'hui, eh bien, Ben Salman va certainement essayer de jouer sa partition. Mais pour y arriver, il faut d'abord qu'il obtienne la paix au Yémen, donc ça va être négocié avec l'Iran. La paix en Syrie, c'est en train d'être envisagé, il l'a envisagé lui-même. Le retour d'une situation meilleure pour les Libanais, bien sûr, et surtout espérer la paix au Soudan, cela va de soi, et puis espérer devenir un médiateur international important. Il a postulé pour entrer dans les BRICS, la Chine est dans les BRICS, la Russie aussi, donc ça compte pour lui. Il postule aussi pour être un leader du monde arabe, même s'il n'en a pas les épaules, c'est pas du tout un leader ni idéologique ni économique, mais le poids pétrolier et gazier qu'il représente lui donne quelques petits leviers. Donc je pense que le retour de la Syrie dans la Ligue arabe apportera sans doute la paix, parce qu'ils vont discuter directement cette fois-ci, consacrera le retour définitif de Assad au pouvoir en Syrie, et on peut espérer peut-être des investissements massifs des pays arabes qui ont participé, c'est vrai, tu le rappelles, à la destruction. Ils ont quand même détruit le pays. Donc, des investissements massifs pour reconstruire rapidement le pays et faire en sorte que ce pays, et rappelons-le toujours, on a détruit deux grands pays musulmans, deux grands pays arabo-musulmans, qui étaient quand même le fondement de la civilisation musulmane. C'est le Bagdad, quand même, c'est pas rien, Bagdad, dans le premier califat, et ensuite le califat des Syriens, simplement, Damas. Donc, Damas a résisté, mais on a quand même détruit le pays. Eh bien, ces symboliques ne sont pas restés vraiment lettres mortes dans l'esprit des gens, et aujourd'hui, il faut absolument que cette destruction soit enfin stoppée, déjà pour commencer, puis qu'il y ait une reconstruction rapide, et que l'idée de l'arabité, moi je suis très pan-arabiste, je ne vous le cacherai pas, l'idée, je suis très nassérien, très pro-Kadhafi, donc cette idée d'arabité, d'un monde arabe qui a une langue unitaire, une religion unitaire, un continuum géographique incroyable, une richesse unitaire aussi, et bien que cette idée revienne en avant, et c'est en train de revenir. Beaucoup de gens se moquaient de ça, mais toutes les sirènes islamistes sont éteintes aujourd'hui, c'est tant mieux, et aujourd'hui, eh bien l'idée d'une unité arabe au sein
d'une civilisation arabo-musulmane, peut-être va refaire surface pour de bon cette fois-ci, avec l'espoir qu'il n'y aura plus de guerre. Alors, très bien. Vous avez quand même abordé certaines questions très importantes, qui est celle de la reconstruction de la Syrie. Justement, d'ores et déjà, on parle de projets de reconstruction du côté des Émirats arabes unis. Majid Nahma, est-ce que ça va être la course aujourd'hui à la reconstruction? Parce que j'imagine qu'il n'y aura pas que les Émirats arabes unis. Et selon vous, quel poids ou de quel poids va peser la Syrie ou le retour de la Syrie au giron arabe? Écoutez, jusqu'à maintenant, la reconstruction est impossible tant qu'il y a le blocus américain et occidental. Vous savez que la Syrie ne peut rien acheter, elle ne peut même pas importer des médicaments, ni de la nourriture. Il y a des sanctions moi je préfère le mot blocus, qui est un acte de guerre, qui est un crime contre l'humanité, qui s'abat sur le peuple syrien, comme il s'était abattu sur le peuple irakien. Rappelez-vous, il y a eu 1,5 million de civils qui ont été tués à cause de ce blocus. Et quand on avait posé la question à l'ancienne secrétaire d'État américaine, Albright, il a dit, vous savez qu'il y a 500 000 enfants qui sont morts. Et elle avait répondu en tout cynisme, justement, c'est le prix à payer. Est-ce que, M. Majid Nahma, est-ce que la question des réfugiés sera traitée? Est-ce qu'elle sera sur la table? Parce qu'il faut dire que le drame, finalement, de ce qui s'est passé en Syrie, c'est également la question des réfugiés. Vous savez, les réfugiés, ceux qui s'opposent au retour des réfugiés, ce n'est pas l'État syrien. Ce sont les pays occidentaux. Madame Merkel s'était rendue au Liban pour menacer le gouvernement libanais, surtout ne laisser personne retourner en Syrie. Et on est prêt à payer leur séjour au Liban. Idem pour... Quelles en sont les raisons, M. Majid Nahma? Parce qu'ils pensent utiliser ces réfugiés comme une carte, comme arme quand il y aura des élections contre le pouvoir. Alors que quand il y a eu des élections, c'était archi faux. La plupart des réfugiés, ils sont pour l'État syrien. Quand on l'a vu quand il y avait des élections, il y a eu 250 000 électeurs syriens au Liban qui ont voté pour le président Bachar al-Assad. Donc, c'est un crime dans toute l'acceptation du mot. Les blocus sont des crimes contre l'humanité, et c'est pas moi qui le dis, c'est une rapporteuse de l'ONU qui s'était rendue à Damas et qui s'appelle Alena Johan, et qui a dit que ce qui se passe, c'est un crime contre l'humanité. Donc il faut que le monde arabe ose braver ces sanctions, parce que les sanctions américaines, vous savez, c'est-à-dire ce n'est pas interdit de traiter avec l'Amérique, mais ils empêchent les autres aussi de traiter avec la Syrie. Très bien. C'est ça le problème. C'est-à-dire, ils disent aux Français, aux banques françaises, si vous traitez avec les banques syriennes, forme de chantage. Vous serez sanctionnés. D'ailleurs, la BNP a payé 10 milliards de dollars pour avoir violé certains blocus comme le Cuba, le Soudan, la Syrie, l'Irak, etc. Merci beaucoup. Je passe à vous, Gamal Abina. Alors, juste pour conclure aujourd'hui, est-ce que, parce que la Syrie aujourd'hui est revenue donc au sein de la Ligue arabe, que tout est rentré dans l'ordre? Pas encore, mais c'est un très bon choix, parce que maintenant ils ont consacré la présence d'Assad. Et c'est vrai que quand on dit que le blocus est un crime contre l'humanité, le premier blocus qui a été fait, c'est entre 1918 et 19 contre l'Allemagne et l'Autriche. Ça a tué 1 million de personnes, donc on imagine un peu la barbarie. Mais je pense effectivement que c'est un retour triomphant. En face, il a été reçu par ceux qui ont perdu, puisqu'ils ont voulu sa peau. Et finalement, il va pouvoir imposer son agenda, tout comme les pays qui étaient proches de la Syrie. Donc aujourd'hui, c'est bien la Syrie, évidemment la Russie qui le soutient, l'Algérie qui l'a soutenu. C'est des pays comme ceux-là qui sont finalement consacrés à la Ligue arabe et qui donnent leur voix, et une voix qui va compter à l'avenir.
Oui, merci beaucoup Gamal pour avoir été aussi bref. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Gamal Abina, vous étiez avec nous depuis Paris, vous êtes expert des questions internationales. Majid Nama, vous êtes directeur de magazine ou du magazine Africasie. Vous avez également été avec nous par Skype depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans les éditions prochaines pour de nouveaux thèmes qui concernent l'actualité. Au revoir.